Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bruno Laforesterie, le directeur de Move à Radio France. Avant de vous présenter nos illustres invités aujourd'hui, cet après-midi, un petit mot pour le choix de ce sujet. Remercier l'équipe de Médias en scène pour faire un sujet autour du rap et des médias. Un sujet à la fois passionnant. Et avant de revenir dans le vif du sujet, on va vous faire une petite présentation en images, parce qu'on est dans le monde de la radio et du son, mais aussi de l'image, avec une petite rétrospective un peu de l'histoire des médias et des artistes de rap. Voilà, donc petite vidéo, puis ensuite on présenterait à la fois les invités et on rentrera dans le vif du sujet. À tout de suite. Attention, car ceci n'est pas une émission de rock. Rapline prend le contrôle de l'espace sonore pendant 1 heure pour vous emmener sur la planète rap pour la première émission afrocentrique et rapologique. Si vous pensez que le rap est une musique violente et incompréhensible, c'est que vous ne savez pas tout. Prenez par exemple le cas de Public Enemy, un groupe qui était en concert au Zénith de Paris il y a 2 mois. Et bien alors que tous les prophètes du rock, sans exception, prédisaient la violence et le chaos, ça a été un événement historique le jour où le rap est devenu roi. Alors qui croire? Eh bien croyez-moi, si je vous dis que le rap ce n'est pas une musique mineure et pas un phénomène de mode. Alors le rap c'est cette musique assez particulière qui nous est venue des États-Unis et il y a des gens qui sont originaires de notre région qui vont d'ailleurs souvent à New York, c'est les B-Boy Stands. Alors ce que j'aime bien moi dans le rap c'est qu'il y a une espèce d'arrogance qui est un peu disparue du rock aujourd'hui, qu'on retrouve bien dans ce que vous faites. Fab, la musique, le rap, c'est un message fort que l'on envoie à la société, ou alors une soupape de sécurité qui permet de s'exprimer, j'allais dire, en dehors de la violence, ou alors les deux. J'envoie pas de message à la société parce que, bon, pour la simple et bonne raison que j'attends rien de gens qui ont du pouvoir ou de gens qui sont au pouvoir. J'essaye plutôt d'envoyer des messages aux gens qui sont censés avoir eu la même vie que moi ou qui sont plus jeunes et qui peuvent peut-être se servir de mon expérience dans la vie pour en diriger un petit peu la leur, quoi. Tu finis borné à force de tourner en rond. Tourner en rond n'est pas le genre de ces 2 enfants terribles de Saint-Denis. L'année a peut-être été difficile pour eux, mais leur discours a gagné en profondeur et en intensité, leur musique aussi. À 30 ans, ils viennent de produire leur meilleur album à ce jour, celui de la maturité. Je pense qu'on associe NTM simplement à Nique la police et au nom Nique ta mère, quoi, et que vraiment les gens avant n'avaient pas vraiment lu les textes, quoi. 98 années du rhum, 98 années également du rap, puisque jamais les rappeurs français n'ont eu autant de succès auprès du public, comme auprès d'ailleurs des maisons de disques. Comble du plaisir, Oxmo Puccino s'est lancé dans un morceau de freestyle en compagnie des rappeurs en herbe. Du jazz, on va passer au funk, la Funky Family avec Thierry Bézère. Se réuniront sur la scène de la plus grande salle de concert de la ville, les meilleurs groupes, qu'ils soient parisiens ou phocéens. L'occasion de constater que les rappeurs ont un sacré métier, qu'ils ont fait du chemin et qu'ils font désormais partie intégrante du monde du spectacle. Considérés comme l'un des meilleurs groupes de rap français, quand on leur demande s'ils font de la variété française, eh ben la réponse est menaçante. La variété française, tu sais très bien comment ça se passe. En plus, on est dans le pays de l'étiquette. Donc la variété française, c'est pas... Nous, on est des noirs sortis de cité. Faut pas tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas être dans la variété française. Voilà, c'est tout. On fait du hip-hop. Une musique qui fait vendre et qui fait aussi parfois peur. Sexistes, violents, provocateurs, les textes des rappeurs ne font pas toujours dans la dentelle. À tel point que des élus ont même demandé des poursuites judiciaires contre certains groupes de rap. Pour les amateurs, ces paroles ont valeur de manifeste social. La colère des banlieues à l'automne dernier pouvait se lire et se prédire bien avant l'explosion selon eux. Et les rappeurs seraient les dignes héritiers d'une tradition contestataire à la Brassens, Ferré et tant d'autres. Le rap traîne une réputation de violence, de machisme. Les plus allergiques le rabaissent à une sous-musique produite par et pour les banlieues. Préjugés, répondent AP, Rimka et Mokobé. Les 3 gaillards du 113 en ont même un peu ras la casquette. Il va falloir compter avec les enfants du rap. Ils vont grandir, ils vont voter. Un jour, ils prendront le pouvoir, au moins le pouvoir culturel, comme les 68 arts en leur temps. Alors qu'on le diabolise ou qu'on l'encense, qu'on refuse de l'écouter ou qu'on accepte de s'y mettre, une chose est sûre, le rap va rester.
Tu es connecté sur Move. Voilà, un grand merci aux équipes de l'INA, parce que effectivement, quelques images historiques. Donc on finit bien en 2006, une chose est sûre, voilà, le rap va rester. Donc merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer par Daphné, ici présente. Donc Daphné a commencé sa carrière non pas dans la musique mais plutôt dans le marketing, dans le voyage d'affaires, et c'est en 2009 que tu te lances dans la musique. Sans ça, je peux me raconter rapidement comment tu es arrivée à devenir une manager, une chef d'entreprise, une productrice aujourd'hui dans le domaine du rap. Oui, alors, on m'entend, c'est bon. Donc j'ai commencé en 2009 à faire mes premières armes dans le milieu en organisant un concert à l'Élysée-Montmartre. C'est un concert qui s'appelait Retour aux sources et qui réunissait l'ancienne génération du rap. Donc il y avait les Sages Poètes de la rue, X-Men, Expression Directe, etc. Parce que c'est des artistes qu'on avait envie de revoir sur scène, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement à cette époque dans le rap, en 2009. Donc j'ai organisé ça avec une copine, on n'y connaissait rien du tout. Donc on s'est improvisé productrice et organisatrice de spectacles. Et voilà, donc tout s'est bien passé. Donc j'ai décidé de continuer de travailler dans le milieu en faisant pas mal de booking. Et j'ai été sollicitée à l'époque par le groupe Arsenic qui m'a demandé de les manager. Donc j'ai managé le groupe et depuis 2015, je suis à temps plein dans le rap. Jusqu'à 2015, je travaillais dans le voyage d'affaires et en même temps dans le rap. Et en 2015, je suis devenue salariée du rap. Donc je suis maintenant à temps plein dans ce milieu. Et à la tête d'un groupe qui s'appelle Day, qui notamment, avec Sofiane comme associé, Demolition, qui comptabilise juste 697 millions de vues sur YouTube, entre autres, voilà, dans l'occasion. Fifto Bassi, bonjour. Donc le fondateur de Bouscapé, tu as exactement 30 secondes. Fifto Bossi. Et animateur sur Move aussi maintenant le soir. Voilà. Oui, donc Fifto Bossi, cofondateur du média Bouscapé. J'ai lancé en 2004 avec deux associés, Amadouba et Alexis, qui sont toujours mes associés. Ça partait à la base d'une passion. Donc à l'époque, quand on le lance, il n'y a pas Dailymotion, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Twitter, il n'y a rien, il n'y a que Skyblog et MySpace. Et ça partait d'un constat, on avait envie de mettre en avant les rappeurs qui n'étaient pas mis en avant dans les médias. Donc on ne l'a pas pensé en tant que média à l'époque, on l'a pensé en tant que site internet, mettre en avant des jeunes rappeurs des quartiers. Et puis au fil du temps, le nom a grandi, le nom a tourné et on a filmé de plus en plus de rappeurs un peu plus connus, mais tout en mélangeant les rappeurs connus et moins connus. Et aussi l'objectif, c'était entre guillemets de créer notre propre média avec les gens qui connaissaient cette musique et de mettre en avant, mettre en valeur les rappeurs qui Là, tu lances déjà le débat à venir. Ah déjà? Ouais, mais moi, tu connais, moi, dès qu'on me lance, après, je sais plus dans les le tour de table rapidement. William Edor, donc, qui dirige Rec 118, qui est le label aujourd'hui, je dirais quasiment le plus puissant du rap français. Qui connaît Gambi ici? Nino, Aya Nakamura, Soprano. Voilà, c'est William Edor. Voilà. Bonjour à tous. Non, bah moi, ça fait un petit moment que je dirais, j'évolue dans le milieu, je vais dire, des cultures urbaines ou de la musique urbaine en tout cas. J'ai commencé d'abord effectivement en indépendant, puisque j'étais membre fondateur du label indépendant Nouvelle Donne à la fin des années 90. Et donc derrière cette aventure en indépendant pendant plusieurs années, j'ai basculé, je suis allé travailler en major compagnie. Et donc du coup maintenant ça fait une quinzaine d'années quasiment que je travaille donc en major compagnie. Donc d'abord EMI, ensuite Warner, où j'ai pu fonder Rec 118 il y a maintenant 3 ans et demi. Et tous les succès qu'on a annoncés et ceux à venir. Et enfin, Ekoué. Voilà, je suis très heureux, Ekoué, que tu sois parmi nous, vous aussi, ce soir, voilà, qu'on va présenter, mais artiste polymorphe, polyvalent, réalisateur, auteur, producteur de films. Alors, tu as 30 secondes aussi, et puis on va attaquer. Tu pourras peut-être réagir tout de suite après à ce que tu as vu en image. Bonjour, merci en tout cas pour l'accueil. Donc voilà, comme tu viens de le dire, je suis
pour les plus jeunes d'entre vous, voilà, issus d'un collectif qui s'appelle La Rumeur. On existe depuis 96. Et voilà, et aujourd'hui on fait du cinoche. Voilà. Donc on travaille à exporter, on va dire, à la fois notre musique et notre état d'esprit partout où on nous en donne l'occasion. Justement. Là, alors avant de parler de comment les artistes, le rap, comment a créé ses propres médias et la puissance de ces médias, le pourquoi. Est-ce que les images qu'on a vues expliquent le pourquoi de ces relations entre les artistes et les médias généralistes? Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? Vous les connaissiez, ces images, j'imagine, Daphné, peut-être? Moi, il y a juste une chose que je vois, c'est qu'on avait Rapline à l'époque. Il y avait aussi HIP, HOP, et qu'aujourd'hui, on n'a plus d'émissions en télé. C'était pas ça le sujet, mais j'y ai repensé en voyant Rapline. Et sinon, au niveau de la relation avec les médias. Dans le micro. Hein? C'est qui? Oui, alors moi, ces images, ouais, on les connaît tous, hein, dans le rap. Et je pense que c'est ce qui nous a tous poussés à créer nos propres médias, à créer nos cocons, notre culture et notre environnement. Parce qu'on a bien vu qu'à la télé, ils ne voulaient pas de nous. Quand ils voulaient de nous, entre guillemets, ils nous accueillaient avec condescendance. Donc on s'est dit, on va créer nos propres trucs et on restera entre nous. Et ce qui est fort aujourd'hui, c'est que maintenant, tous ces médias nous appellent les rappeurs ou les gens du rap. Et les rappeurs se donnent le choix d'y aller ou pas. Donc aujourd'hui, on a un peu ce pouvoir-là, et c'est ça qui est bien. Le pouvoir s'est inversé. Ce qu'on voit, en tout cas, là, dans ces images-là, bon, je pense qu'Eko et moi, je les ai vécues en tant que fan à l'époque, puisque j'étais spectateur de ces médias. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, la relation entre la musique urbaine, le rap et les médias plus généralistes, parce qu'à l'époque, il y avait que ça, hein, c'était des médias généralistes, il n'y avait pas de médias rap ou médias urbains. Elle était compliquée parce que très stéréotypée. Et que ce soit moi en tant que, je dirais, téléspectateur ou plus tard en tant qu'acteur dans la production, on se rendait compte que ces relations avec les médias étaient compliquées parce qu'on était face à des interlocuteurs qui comprenaient pas et qui connaissaient pas surtout. Donc ça c'est ce qui participait à cette vision très stéréotypée de ce qu'on voulait représenter, exprimer pour Ekoué en tant qu'artiste ou moi en tant que producteur. Ekoué ? Nous, on a quand même une relation assez compliquée avec les médias et on va dire on en a tiré une force, si je puis m'exprimer ainsi. On s'est construit en opposition, on va dire, aux médias traditionnels. On a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire et qui la découvrent, on a eu le plus long procès politique de l'histoire du rap. Et je crois même plus largement, jamais le pouvoir n'avait attaqué des artistes avec 2 pourvents en cassation depuis la promulgation des droits de la presse. Donc on a eu un procès qui nous a opposé à Nicolas Sarkozy pendant 10 ans, qu'on a fini par gagner. Et comme quoi, voilà, c'est notre plus beau disque d'or, on va dire, celui-là. Et puis le procès d'or. Pardon ? Le procès d'or. Exactement. Et puis aussi, on s'est construit en opposition à la radio Skyrock. Voilà. Nous, quand on est arrivé dans les années 90, on a flairé l'imposture assez vite. On leur a fait comprendre assez clairement. Et puis, c'est vrai qu'on a été invités sur les plateaux télé. Je pense qu'on était le seul groupe à le dire ouvertement, quoi. C'est-à-dire, après, une fois quelque part, tu sais que tu te fermes des portes, il faut te construire des alternatives. Parce qu'il ne s'agit pas juste de pleurer et de dire que le rap... Nous, finalement, l'image que les médias pouvaient avoir de nous, et plus largement des quartiers, ça nous importait peu. Voilà. Nous, ce qu'il fallait, c'est à la base, c'était considérer que cette musique, elle nous appartenait, que c'était à prendre ou à laisser, qu'il allait y avoir des gens qui allaient être contents, d'autres qui allaient être déçus. Et puis voilà. Et puis ensuite, dans la trajectoire quelque part qui a été la nôtre, il s'agissait donc voilà, on sait que des portes nous étaient fermées. On sait que dès lors qu'on parlait qu'on allait à la télé, c'était pour parler de nos déboires judiciaires. Après, ce qui est intéressant, et c'est là que le hip-hop, quelque part, il prend toutes ses lettres de noblesse, c'est quand tu as ta capacité à construire des alternatives et considérer cette musique comme un moyen et puis aller dans des endroits où on t'attend pas forcément. Voilà.
Voilà. On va parler très vite des alternatives, mais aujourd'hui, quelques chiffres. On dit ça évolue au jour le jour, mais aujourd'hui, le hip-hop, le rap et toutes ces gammes, c'est plus de 50% du streaming en France. C'est-à-dire que un morceau sur 2 écouté sur les plateformes, c'est du rap et du hip-hop. La moitié des disques d'or, quasiment, là je parle de 2018, parce que 2019 ça sera plus, 2 tiers quasiment des singles. C'est une industrie aujourd'hui lourde, qui est devenue une industrie culturelle, une industrie musicale, en France évidemment, aux États-Unis, et dans le top 20 des ventes, je crois que c'est William, tu me diras, c'est les 12 ou 13 premières ventes d'albums en France l'année dernière. Ouais, c'est ça, mais c'est un mouvement mondial. Hein. Voilà, mais comme mouvement mondial, porté également. Aujourd'hui, en Allemagne c'est pareil. Aux États-Unis, évidemment. Aux États-Unis, en aujourd'hui, Angleterre, sur le pourquoi de la relation de la défiance. Est-ce que, selon vous, selon toi, c'est vrai qu'il travaille beaucoup d'artistes, y compris des artistes comme Soprano, qui sont des artistes, on va dire maintenant, j'aime pas le mot mainstream, mais des artistes qui fédérateurs. J'étais à l'Arena à Nanterre, avec 45 000 personnes il y a 2 semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire est derrière nous, selon toi? Est-ce qu'il y a eu un basculement? Derrière nous, je sais pas, mais elle a changé. C'est-à-dire que moi, j'ai connu, je travaillais avec Soprano depuis le début de sa carrière solo, donc il y a plus d'une dizaine d'années. C'est vrai que moi, pendant des années, Soprano, les médias voulaient pas parler de Soprano. Et d'ailleurs, à l'époque, ils voulaient pas parler de Soprano parce qu'ils trouvaient qu'il avait un discours trop positif, trop lisse, pas assez sulfureux. C'est-à-dire qu'il venait pas entretenir cette vision stéréotypée que les médias généralistes avaient à l'époque sur la musique urbaine, sur le rap. Aujourd'hui, ça a changé, mais ça a pris du temps. Est-ce que, selon toi, Fif et Daphné, le basculement a lieu? Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire est derrière nous pour qu'on entame notre deuxième partie de notre discussion? Ouais, ça commence à être derrière nous, je pense, parce que maintenant, les gens qui sont à la tête qui bossent dans certaines marques ou dans certains médias sont des trentenaires, des quarantenaires qui ont grandi avec la culture urbaine, la culture du rap. Donc aujourd'hui, c'est des gens entre guillemets comme nous, avec notre culture, qui sont installés là-bas. Donc quand on parle avec eux, on arrive à se comprendre. On n'arrive plus là-bas avec des stéréotypes en mode yo-yo, etc. Faire des doigts comme ça là quand ils parlent de nous. Donc aujourd'hui, le rapport il est plus cool, quoi. Oui, il est différent parce que c'est des gens de notre génération. Après, on a quand même pas mal de cas dans lesquels des artistes vont être exposés dans certains types de médias uniquement dans la rubrique faits divers et pas dans la rubrique culture. Donc ça, c'est des choses qui arrivent encore assez souvent. Même si ça correspond à une réalité où le rap a aussi une histoire de rue pour ceux qui suivent, et l'histoire de rue qui peut mal finir, et les médias aussi font leur travail de relater ce qui se passe de manière négative. Mais effectivement, aujourd'hui, est-ce que finalement cette histoire n'a pas été une chance? Parce que quand on voit les statistiques qu'on donne sur la puissance de cette musique sur les réseaux, la puissance des comptes YouTube dont on parle en centaines de millions, voire en milliards de vues, la puissance des comptes Insta en millions, voire en dizaines de millions de followers pour certains, finalement, est-ce que le succès d'aujourd'hui n'est pas le résultat d'hier, qu'une forme d'ostracisation a poussé l'autonomisation et que sans ça, il n'y aurait pas le succès, il n'y aurait pas l'organisation? Toi qui l'as vécu, tu le disais tout à l'heure, c'est en réaction aussi, et Daphné, par rapport au projet Demolition aussi, quel est ton regard et l'impulsion qui a permis de créer ces médias? Alors moi, j'étais pas là au tout début de Demolition, ça fait quand même près de 10 ans que ça existe. Ça a été fondé par Stick et Screech, qui sont mes associés aujourd'hui, qui sont aussi des réalisateurs de clips. Et en fait, ils ont décidé de monter cette chaîne YouTube pour exposer des gens qui n'étaient pas du tout exposés, qui n'avaient pas nécessairement accès même à certains médias SP. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place. Et c'est destiné vraiment à des gens, même des débutants qui veulent tourner leur premier clip. Et ça a permis de lancer pas mal d'artistes comme Nino, Vald, Sofiane, il y a eu Ice MC, Timal, Ornette La Frappe, etc. Donc ça a été un vrai tremplin pour des artistes qui ont atteint maintenant des sommets. Et après, donc, on a créé dans la foulée, donc plus récemment, l'émission Rentre dans le cercle avec Fianso. C'était un peu dans le même esprit que Demolition, le fait de pouvoir exposer ces artistes-là qui n'ont pas nécessairement l'exposition nécessaire. Et d'inviter également des personnalités dans les émissions pour donner un peu plus de visibilité à ces artistes-là.
D'accord. C'est un peu l'histoire que tu as vécue un peu avant, Fif, l'impulsion. Qu'est-ce qui est pour toi un média issu du rap? Un média issu du rap, déjà, heureusement, entre guillemets, qu'il y a eu ces genres de condescendance, parce que ça nous a permis à nous de nous organiser, de pouvoir créer des choses. Je pense qu'aujourd'hui, si Bouscapé en est là et marche encore 15 ans après, c'est parce qu'on a su s'organiser. On a commencé en tant que site internet, comme je disais, on mettait des clips, des vidéos et de la musique. Et après, on a commencé à écrire des articles, donc on s'est professionnalisé. Depuis aujourd'hui, Bouscapé, c'est un organisme de presse en ligne. Donc on a tous notre carte de presse. Moi, j'ai ma carte de presse. Donc je suis un vrai journaliste sans avoir fait de formation, j'ai pas fait d'école de journalisme en fait, moi j'ai juste un BEP, j'ai 2 BEP, comptabilité et hôtellerie, et un diplôme de sommelier aussi, et donc rien à voir avec... Tu vas nous inviter à dîner bientôt? Ouais, vas-y, chaud, vas-y. Et en fait, ce que j'ai fait, moi j'ai toujours voulu bosser dans le rap, mais j'ai surtout aussi toujours voulu faire sublimer en tout cas notre musique, mettre en avant notre musique, notre art qui n'était pas compris ou qui n'était pas diffusé. Tout à l'heure, Iko il parlait de Skyrock. Moi, quand je monte Bouscapé, c'est parce que y a des artistes que je kiffe, que j'apprécie, qui passent pas sur Skyrock. Donc au lieu de rentrer moi en conflit avec eux comme Iko, je me suis dit, venais sur Génération. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Génération comme Bruno. J'ai dirigé Génération avant de venir à Move, donc on a une histoire commune. Exactement, il était patron de Génération, donc j'allais beaucoup aussi dans sa radio. Et du coup, je me suis dit, on va apporter un média en plus au rap français. Et du coup, vu que ces 2 médias-là ne passent pas les artistes que moi j'ai envie de voir, nous on va les mettre nous-mêmes sur notre site. Alors ce que tu dis, c'est ce que tu dis sur la carte de presse, sur le fait d'être aujourd'hui être un média, c'est très intéressant. Et donc aujourd'hui, tu es journaliste, il faut le dire haut et fort, parce qu'il faut le dire aussi aux plus jeunes ici. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Hein. Non, mais c'est des parcours. Bien, voilà. Et c'est comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle et il y a tout le monde, c'est important de dire que le journaliste, c'est pas que des études. C'est une profession qu'on peut apprendre, c'est un métier aussi qu'on peut apprendre sur le tard, et c'est une qualité, une compétence, une passion. Et on peut devenir journaliste sans avoir fait une école de journaliste. On le dit souvent, et je vais pas faire de la promo de Radio France, mais c'est un vrai grand sujet qui fait que même quand on n'a pas coché toutes les cases, on peut le devenir, parce que la carte de presse, c'est lié au fait que tu vis de ton travail dans les contenus, et tous les contenus sont nobles à partir du moment où effectivement on les porte avec passion. Donc félicitations, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cartes de presse et Demolition? Non, pas du tout. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est dans le rap, il y a beaucoup d'autodidaxie. Donc il y a beaucoup de producteurs autodidactes, de managers et donc de journalistes qui n'ont pas nécessairement leur carte de presse. Donc c'est vraiment un milieu où on a la liberté de prendre des initiatives et d'apprendre des choses sur le tas et de venir, d'atteindre des postes pour lesquels on n'a pas eu les formations au départ. Donc c'est assez particulier dans ce milieu. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui, Fif, pour partir du journalisme, est-ce que tu croises, toi, des journalistes, on va dire, de médias, alors évidemment, maintenant tu connais bien aussi les gens de Radio France pour certains, mais d'autres médias du monde, Libération, est-ce qu'aujourd'hui, ils te considèrent comme journaliste comme eux? Est-ce que tu sens encore une sorte de, pas défiance, mais le fait de dire on n'est pas dans les mêmes organes, ou finalement, ça s'est banalisé? En vrai, là je suis en train de réfléchir, mais je ne croise pas de journalistes d'autres médias. Moi, depuis 4-3 ans, je travaille à Move, donc à Radio France. Donc même Move est dans un autre bâtiment. C'est pas dans ce bâtiment-là. Mais on n'est pas seul. Il y a France Bleu, il y a FIP aussi. Voilà, c'est des raisons purement immobilières. Hein. Non, mais c'est une histoire de je sais pas, de place. Mais en tout cas, non, je ne croise pas de journalistes, mais souvent des journalistes me contactent pour parler de rap. Dernièrement, j'ai parlé à 20 minutes parce qu'il faisait un article sur les artistes du 91 dont je suis issu. Mais non, franchement, je ne reçois pas spécialement de condescendance parce qu'en fait, on ne se croise pas. Je croise plus des journalistes rap que de journalistes de médias généralistes. D'accord. Mais j'aimerais bien les rencontrer. Hein. Donc si jamais il faut qu'on aille boire un verre, je suis ouvert.
Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des médias et je pense qu'effectivement il y a quelques exemples. Il y en a d'autres, hein, évidemment. On peut parler d'Ocalm qui est dans une autre logique, mais le fait que les artistes créent leurs propres médias et la liste est longue. Mais moi, je voulais revenir sur la partie musicale, de dire aujourd'hui, William et Ekwe, chacun dans son avec un style d'artiste. La musique, les chiffres sont considérables et c'est pas valable que dans le rap, c'est valable dans d'autres disciplines et dans la musique en général. Les artistes sont devenus des médias à part entière. Moi, la question que je voulais poser, c'est dire aujourd'hui, tu as des artistes, je suis en préparant, je me suis rendu, vous étiez tous millionnaires en vues, en écoute, voilà. Et le reste viendra, mais je veux dire, quand on voit les chiffres, et je vais pas vous les citer, c'est juste considérable en termes d'impact. Et toi, les artistes de Rec 118 ont des millions de followers. Si on les accumule, c'est en dizaines de millions, évidemment. D'ailleurs, Yana Kumura, des Sopranos remplissent des stades aujourd'hui. Aujourd'hui, la musique est devenue un média à part entière. Est-ce que tes artistes, les artistes que tu produis, se considèrent comme des médias et peuvent se passer finalement des médias? C'est vrai que l'ostracisme dont la musique urbaine a été victime pendant des années a poussé à mettre en place des stratégies, à pousser les artistes à utiliser des moyens alternatifs pour promotionner leur musique. Et c'est vrai que l'essor des réseaux sociaux justement a aidé à accélérer ces modes de promotion alternatifs et qui expliquent entre autres aussi qu'aujourd'hui la musique urbaine est en première ligne et en avance par rapport à d'autres segments musicaux pour promotionner leur musique sans justement les médias traditionnels. Est-ce que le lien, là est-ce que le fait d'être puissant sur les réseaux, de s'appeler Ayana Kumura Oningo et d'être en contact direct avec les plateformes Spotify et autres, ou Apple, ça suffit en soi? En soi, je dirais non, je pense pas. Ça permet de ne pas attendre exclusivement après les médias pour exposer sa musique. Mais les médias, on travaille toujours en collaboration avec les médias parce que ça te permet d'accélérer quand même les choses dans un deuxième temps et de faire connaître à un public plus large. Donc on ne s'affranchit pas des médias, mais ça permet de rééquilibrer la balance. Et est-ce qu'ils sont conscients? Alors on les connaît. Et ça permet aussi, je vais rajouter à ça, parce que ça c'est vraiment important pour moi, et c'est ce qui a aussi beaucoup changé par rapport à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui ce contact direct avec les fans, en dehors des médias, en se passant des médias, permet aussi de remettre l'artistique au centre du jeu. C'est-à-dire qu'on n'attend plus après un média qui va décider si oui ou non ça correspond à des critères qu'il aura définis. Et que justement ça permet à une multitude d'artistes, une multitude de genres, je dirais, de faire valoir, de montrer ce qu'ils veulent exprimer. Et ça permet de mettre l'artistique au centre du jeu. C'est le public qui décide au final. Voilà. Donc là, aujourd'hui, votre vision, est-ce que tu partages cette vision de la scène actuelle? C'est vrai que toi, tu as une vision historique et on parlera après de l'industrie du cinéma et de l'image aussi. Mais est-ce que tu penses que finalement, ce que tu dis, le fait qu'il n'y a plus d'intermédiaires, pousse à valoriser l'artistique purement et simplement le fait que le marketing est, entre guillemets, ce qu'il faut penser ou bien penser moins important? Tu as la même vision? Moi, j'ai connu une période, une génération, j'ai quand même signé en maison de disques, en 97, où il y avait de l'argent, au fait, dans la musique. Puisque je me souviens, il y avait comment dirais-je, tu parlais de presse tout à l'heure, tu avais des journalistes qui allaient écouter des albums en Concorde, à New York. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un modèle économique... En Concorde, en avion, ça, j'ai jamais fait encore. Il y avait un modèle économique qui faisait l'aller-retour, qui était comment dirais-je, qui reposait sur des ventes de disques, sur une industrie, sur quelque chose de lourd. Et alors, il est vrai que 20 ans plus tard, on a le sentiment que, je vais dire, avec la disparition finalement de ce modèle industriel, il y a effectivement une popularité qui est exponentielle en tout cas de cette musique, mais je reste persuadé que finalement il y a moins d'argent puisque de toute façon les maisons de disques embauchent moins, que aujourd'hui
Il y en a de toute façon, je vais dire, de moins en moins, et ça se déplace d'ailleurs sur le spectacle vivant, qui peut constituer une alternative en soi. Hein. Les mecs qui font des concerts et qui font des festivals et qui arrivent à négocier des cachets à la hausse, ça permet un peu de compenser, mais j'ai le sentiment qu'entre l'artiste et son public, il y a de moins en moins besoin d'intermédiaires. Finalement, mais c'est intéressant à observer pour deux raisons. C'est qu'aujourd'hui, voilà, la mondialisation fait que de toute façon, voilà, le marché il est mondial et de mettre des petites citadelles et des frontières à chaque pays en disant voilà, ça c'est ma législation. En France il y a une législation, en Angleterre il y a une législation, c'est fini. Ouais. Tout ça, c'est que ça commence à être. Mais bon, malheureusement, c'est aussi au détriment et à la fois des intermédiaires et des artistes. Et c'est vrai qu'on en discutera tout à l'heure. Le cinéma, on n'en est pas encore là. Oui, on va faire un petit point sur le cinéma aussi, ouvrir sur l'image, que c'est un média aussi qui nous intéresse. Juste pour creuser aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aussi aux artistes et qui les connaissent, pour creuser la question de... On voit bien que les artistes aujourd'hui, entre guillemets, ont une puissance et directe et peuvent décider en faisant un Insta de lancer leur titre. Toi, Fif, qui est en contact, parce que Fif, sur ceux qui suivent son Insta, il est en contact plus que permanent avec tous les artistes, donc tu discutes, et Daphné aussi, mais c'est vrai que Fif, de fait de sa fonction, parle avec tout le monde tout le temps. Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients du fait qu'ils ont cette puissance musicale, certainement, mais ils sont aussi devenus médias et ils ont une forme de responsabilité qu'ils peuvent pas faire, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un contrôle, justement, de leurs réseaux sociaux et de leurs médias qui est opéré par d'autres personnes qu'eux-mêmes ? Ça, je pense que William il pourra répondre parce qu'il s'occupe de pas mal d'artistes, donc Soprano, ouais, Yana tu peux t'exprimer sans que William. Non, mais parce que ça dépend les réseaux sociaux en fait. Ouais. Il y a des réseaux sociaux qui sont, je dirais, organisés en collaboration avec les équipes management, label. Après, il y a des réseaux sociaux qui sont gérés directement et exclusivement par les artistes. Snap, Insta, généralement. Par exemple, là, ça m'intéresse, la typologie, juste qu'on apprenne quelque chose sur ces... Alors voilà, donc Snapchat, par exemple, si tu viens Snapchat, généralement, qui s'occupe de Snapchat ? En général, c'est les artistes. Eux-mêmes. Les artistes en direct ? Snapchat, c'est les artistes eux-mêmes. Twitter, c'est la maison de disques. Facebook aussi. Et Instagram, c'est les le management et les artistes, c'est les deux. Twitter, ça dépend des artistes. Ouais, Twitter, ça dépend des artistes. Mais souvent... Chez Rec 118, c'est toi qui fais tout, c'est ça ? Non, je dis que c'est Rec 118, tu fais tout, de toute façon. Non, oui, bien sûr. Donc voilà, mais c'est dire qu'aujourd'hui, il y a, en fonction des médias et des réseaux sociaux, où il y a une stratégie, il y a une typologie qui est utilisée, on adresse certains messages en fonction des réseaux sociaux. Hein. Daphné, c'est ce que tu vois aussi C'est ce que j'ai pu voir, ouais. Par exemple, le fait de dire que Snapchat, on laisse l'artiste libre, est-ce que c'est clair vis-à-vis de la maison de disques que l'artiste dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut sur Snapchat ? De toute façon, c'est son Snap. Je veux dire, donc, juridiquement, ça lui appartient. Ah oui, bien sûr, c'est son Snap. Hein, donc, Snap, c'est même je pense tous les réseaux leur appartiennent, sauf que c'est comme c'est différentes manières de communiquer. Snapchat, tu vois, c'est faire des vidéos soi-même et se filmer. Et Twitter aussi, c'est pas mal d'artistes l'utilisent en mode com. C'est vraiment que de la com. D'accord. Ils ont envie d'annoncer quelque chose. Mais ils sont plus actifs sur Instagram. Clairement, la plupart des artistes sont actifs sur Insta et délaissent limite leur Twitter. Quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et les comptes sont un patrimoine pour les artistes ? Quand quelqu'un qui a 3 millions on considère que c'est une valeur presque de transfert, est-ce que c'est quelque chose qui leur appartient vraiment ? C'est une valeur, c'est un patrimoine, oui. De toute façon, ils le monétisent. Hein. En tout cas. C'est une valeur qu'ils monétisent. Comment ? C'est une valeur qu'ils monétisent. Tout à fait. À certaines occasions. Donc oui, c'est une vraie valeur et en fonction du nombre d'abonnés, effectivement, la valeur est plus ou moins importante. Et qui monétisent pas uniquement dans la musique, on est d'accord ? Dans plein de domaines différents, effectivement. Ouais. Des partenariats avec des marques, je veux dire, de plus en plus aujourd'hui. Donc en fait, ils agissent comme un média qui vend de la publicité, d'une manière ou d'une autre. Oui. L'endorsement. Ça peut arriver. Ouais. Sur l'expérience là, on parlait des réseaux sociaux, on parlait évidemment du média musical et des stratégies marketing. Aujourd'hui, on l'a vu, Kerry James sort sur Netflix samedi, Banlieusards. Et Koé, tu as produit, réalisé, tu es auteur de 2 films déjà, tu peux en parler. Aujourd'hui, est-ce que ce que vous avez vécu dans le monde de la musique, tu peux faire un parallèle avec le monde de l'image ou du cinéma, et que finalement, est-ce qu'il y a aussi une désintermédiation du fait de l'arrivée de plateformes comme Netflix aujourd'hui ?
Moi, tout à l'heure, plus tard, j'écoute. Il y a une question à laquelle j'aurais, tu vois, qu'on réponde, parce que c'est vrai que je suis peut-être un peu décalé, mais c'est quoi, au fait, le modèle économique, au fait, de la musique aujourd'hui? Parce que je veux bien, on parle de millions de vues, mais en vrai, ça rapporte combien d'argent? C'est tout. Je veux dire, c'est la question que les gens se posent. Parce qu'à un moment donné, moi, je pense que ce que ça enrichit peut-être les Facebook, les Snap, trucs et Instagram et tout. Eux, quelque part, ils tirent une plus-value. Mais à partir du moment où il y a la question du copyright et des droits, elle est complètement inexistante. Ou bien, j'entends que c'est la SACEM existe du prorata. La SACEM protège les artistes en France, quand même. Mais la SACEM, elle s'est jamais aussi mal portée aujourd'hui. À un moment donné, il y a une réalité qui est alors soit finalement on légifère comme ça s'est passé d'ailleurs dans le cinéma, ou comme ça, et je dis pas que je veux dire la partie elle est remportée, hein, mais c'est que juste à un moment donné il y a eu la taxe GAFAN qui a été imposée. On voit bien qu'ils veulent pas casquer ni Google, ni Intel, ni machin. Et en fait, dès lors que ça n'a pas été fait dans la musique, je me dis l'argent il part, au fait. Alors ce que je propose, vu qu'il nous reste 10 minutes et que je veux laisser quelques minutes pour poser des questions, c'est un sujet à part entière. De toute façon, les artistes et aujourd'hui l'industrie et les GAFA et la juste rémunération, ça ne sera pas notre sujet d'aujourd'hui, sinon on ne va pas pouvoir parler. Mais je voulais que tu creuses sur, au-delà de la musique, aujourd'hui ton expérience en tant qu'auteur, réalisateur, vu que, que Nekfeu vient de sortir son film sur Netflix qui a été racheté, qu'évidemment, évidemment Grand Corps Malade, Abdel Malik, il y a aujourd'hui une industrie du cinéma et de l'image qui est aussi très liée au rap et aux cultures urbaines. Qu'est-ce que c'est la même chose selon toi? Oui. Les barrières. En tout cas, nous, c'est complètement en raccord avec notre modèle. C'est que je te disais tout à l'heure, constituer une alternative. Voilà. Aujourd'hui, on existe, je veux dire, dans ce métier. On a des films qui s'exportent dans le monde, qui coûtent pas cher et qui nous permettent quelque part de retomber sur nos pattes. Mais si tu veux, l'idée, c'est à peu près le même modèle qu'on avait dans la musique. Nous, à un moment donné, pour faire des disques, ça nous coûtait pas cher. On savait que quelque part, l'essentiel finalement de l'argent qu'on allait remporter, c'était en faisant des concerts. Et bon, évidemment, le cinéma, ça fait appel à des économies plus lourdes, puisqu'il y a de l'argent public, puisqu'il y a un certain nombre de choses. Mais voilà, plutôt que de faire des films à 3 ou 4, on préfère faire des films à 1,5 million et se dire que quelque part, voilà, avec 30 ou 40 000 ou 60 000 entrées, on tombe dans nos pattes. On retombe sur nos pattes. Ça, donc, si tu veux, ça nous vient du hip-hop. C'est faire un maximum de bruit, on va dire, avec un minimum de moyens, toute proportion gardée. Après, comment dirais-je, la différence par rapport à et c'est en ça, quelque part, je trouve que les 4 personnes ici, ils ont vraiment des choses à dire et c'est intéressant. Très intéressant, moi, ce que j'ai écouté, je veux dire, de toi, de Daphné et de Fif, de Daphné et de William. Pour la simple bonne raison que les rappeurs, parmi les rappeurs que tu viens de citer tout à l'heure, nous, la différence, c'est qu'on est producteur, en fait. C'est-à-dire que la question de l'argent... Vous possédez vos bandes. Non, mais c'est tout. Oui. C'est qu'à un moment donné, tu peux être acteur, tu peux être réalisateur, mais tu parlais de la valeur patrimoniale quelque part de ton travail. On sait qu'aujourd'hui, nos films nous appartiennent. Donc, si demain je les vends à des plateformes, je sais où se trouvent mes marges. Donc, finalement, rentrer dans le cinéma avec une expérience quelque part du hip-hop qui est riche et juste à travers le prisme de l'acting ou de la réalisation, ça me paraît être un schéma incomplet. C'est bien, mais c'est incomplet. Mais justement, si on pousse, parce qu'on voit aujourd'hui la musique, la puissance, on a parlé du marketing, on a parlé effectivement de la puissance des réseaux sociaux, qui sont un peu le patrimoine des artistes aujourd'hui, des nouveaux modèles économiques, en quelque sorte, qui fait que quand on a 2 millions de followers, on peut le monétiser, donc c'est une façon de vivre aussi de sa notoriété directement. Ça rapporte combien comme argent, 2 millions de followers? C'est pas la principale source. Non, c'est pas la principale source, que le budget, le live est la principale source aussi aujourd'hui, parce que quand on fait des centaines de milliers de places, ça fait des ressources, mais ça c'est ceux qui ont réussi, ceux qui ont moins réussi, c'est moins le cas. Mais est-ce que, si on creuse un peu, parce qu'on a parlé de la musique, on sait qu'il y a des plateformes avec qui on est en direct, type Spotify, Deezer, Apple. Si on va plus loin dans l'image, si on parle aujourd'hui de Netflix par exemple, si on parle aujourd'hui des futures plateformes directement, est-ce que tu penses, toi William, qui est quand même aujourd'hui avec les artistes qui sont, on dit dans l'industrie les plus bankable du moment, hein, est-ce que le modèle Nekfeu, c'est-à-dire je fais un album et en même temps un documentaire et il est directement sur Netflix et derrière finalement j'ai une création de l'image, est un modèle qui va séduire des artistes chez toi où tu vois qu'on en parle, c'est quelque chose qui est en train d'arriver?
Tu veux dire le fait d'être multicanal quand multicanal et surtout de proposer une expérience, on va dire, cinématographique ou à l'image. Parce que les clips sont très puissants, mais c'est quoi après les clips? Mais je pense qu'il y a certains artistes qui ont vocation à le faire, mais c'est pas le cas de tous les artistes. C'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui le font que tous les artistes doivent faire la même chose et qui vont peut-être justement essayer de réinventer autre chose qu'on connaît pas encore aujourd'hui. C'est ça le but. Là, on parle beaucoup de Nekfeu parce que c'est un des premiers à le faire. Je prends cet exemple. Il y a Banlieusards qui sort sur Netflix aussi. Il y a eu plusieurs films. Si demain, notre artiste refait la même chose, bon, on n'en parlera plus. Le but, quand tu le fais, c'est de faire parler. Sofiane, on l'a vu dans Sauvage il y a quelques jours. Sofiane qui était dans une série Canal. Toi, tu travailles sur des projets cinématographiques aussi? Je démarre, ouais. Mais je voulais dire, à l'époque, il y avait eu Dossé aussi qui avait fait un film, Karma. Tu vois comment les choses Daphné par rapport aux médias images maintenant. Sadek aussi qui a tourné dans les films. Sadek aussi, je l'ai vu à la Mostra de Venise, parce qu'on a eu un film cette année qui concourait à la Mostra de Venise. Et c'est la première fois que je l'ai rencontré, je sais que c'est ton artiste. Associé. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans sa démarche. Mais Daphné, parce que lui, il veut ramener à la production. Il veut être souverain de son pétrole, au fait. Okay. C'est exactement ça. Il construit son empire, il fait comme il l'entend, il a cette liberté d'action aujourd'hui. Vu qu'il a galéré pendant une dizaine d'années, maintenant il en profite et il est hyper curieux et intéressé partout, il fait du théâtre. Sofiane qui était sur cette scène avec Gatsby pour France Culture il y a quelques mois. Il a joué ici Gatsby le Magnifique et Achille aussi, La mort d'Achille. Et voilà, donc il diversifie ses activités, il prend tout ce qu'il a à prendre et il entreprend et il met ses propres moyens pour tout ça. Donc voilà, c'est un exemple de quelqu'un qui ne se contente pas seulement d'être artiste, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors avant de savoir s'il nous reste 3 minutes, est-ce qu'il y aura des questions ou pas? S'il y en a, il y en aura une ou deux. Alors, voilà, c'est allé très vite. Hein. Voilà, donc on prendra, je sais pas, j'aurai peut-être 3 minutes, on prendra 1, 2, 3 questions. Je ne sais pas si un micro est prévu. Voilà. Sinon, vous vous levez, vous le faites. Mesdemoiselles ou madame? Ouais. Ok. Bonjour à tous. Justement, pour retourner un peu sur la thématique de départ, donc comment le rap a créé ses propres médias, est-ce qu'on pourrait pas aller est-ce qu'il serait peut-être pas un temps pour le rap qui arrive un peu à maturité de créer aussi ses propres institutions un peu plus sophistiquées, histoire d'ancrer le rap vraiment dans le paysage et montrer que cette discipline est vraiment quelque chose de tu parles d'une république là? Non, pas à ce niveau-là, mais je pensais plutôt à la question des droits justement et des rémunérations, plus une entité un peu à l'image de la SACEM, comme il peut y avoir pour les indépendants ou d'autres institutions, pour pouvoir justement être plus juste envers les. Je vais prendre les questions en batterie, comme ça, on verra si. Juste 2 secondes, ça complète. Attends, on va prendre plusieurs questions et voilà. Juste 2 secondes, en plus ça complète la sienne. On sait que le rap là c'est la plus grosse part de marché dans la musique, c'est que c'est bon, c'est pas une contre-culture, c'est une grosse culture. Je suis d'accord avec ce que tu disais que le rap perd beaucoup d'argent à cause de plateformes comme YouTube. C'était ça aussi ma question. En fait, pourquoi le rap se fédère pas et comme à l'image de Sofiane, tout à fait, mais c'est très lié les deux questions. Voilà, ok. Il y avait une question ici, puis ensuite oui, on va s'en rappeler. Je vais te le rappeler. Tu veux poser une question? Alors lève-toi, s'il te plaît. Tu prends le micro. Bruno, il y a une question à l'étage. Là-haut, ouais. Bonjour à tous. À la jeune fille d'abord. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ouais. J'avais juste une question en fait sur l'évolution du rap. Au tout début en France, c'était quand même considéré comme un acte militant, un acte politique. Aujourd'hui, on a toutes les lumières sur cette musique parce que c'est un business avant tout. Comment vous observez aujourd'hui cette évolution vers quelque chose de plus mainstream, mais peut-être plus commercial et moins politisé pour le coup? Alors, est-ce qu'on a 1 minute pour répondre Comment 1 minute. Écoé, voilà, ce sera toi. Tu vas être chargé de parler des institutions. Que tu sois, quelle que soit la catégorie de rap que tu es amené à faire, à un moment donné, c'est un marché.
Donc tu contentes une offre. Donc moi, je veux dire, qu'on vient de m'expliquer aujourd'hui que le rap militant, c'est un rap qui est déconnecté du marché, c'est faux, complètement faux. Je dis pas que c'était le sens de votre question. Et puis après, pour répondre à la... Donc en gros, je pense que la politique, elle n'est pas forcément dans l'énoncé, elle est aussi quelque part dans ta façon aussi de te reprendre en main et de faire en sorte que, je veux dire, tu sois souverain quelque part de ton œuvre. J'aime bien l'expression être souverain de son pétrole. Et en soi, quelque part, vu le contexte et la conjoncture actuelle, c'est avoir des labels indépendants, être dans une démarche indépendante assumée. En soi, c'est un acte politique qui est fort. Et puis pour répondre à la question de la première question qui a été posée, c'était concernant, je veux dire, les institutions. Ben, on peut monter toutes les institutions qu'on veut, mais à partir du moment où ni Google, ni Facebook, ni machin, ni Instagram ne veulent payer, t'es mort. En vrai, c'est ça la réponse, elle est là. C'est que vous avez des entreprises aujourd'hui qui font un chiffre d'affaires, mais même pas colossal. C'est-à-dire qu'il y a tellement de zéros que tu peux tomber évanoui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ils veulent pas payer. Et est-ce qu'il y a des volontés politiques? Est-ce que la France, finalement, et l'Europe a les moyens, quelque part, de les faire plier? Bah voilà. Point d'interrogation, mais tant que cette question-là n'est pas résolue... Voilà, alors, on est parti sur des considérations... Alors, William Sachant que, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de rap, de l'émergence et de l'explosion du marché de la musique urbaine. Les principales sources de revenus, elles ne viennent pas justement de Google, elles viennent plus de Spotify, Deezer, des alternatives plus... Apple Music, mais elles viennent beaucoup du live aujourd'hui. On a fini sur des considérations plutôt géopolitiques et on revenait sur les GAFA. Un grand merci. En fait, il nous aurait fallu 2 fois plus de temps. Mais c'est fini, t'as vu, hein. Merci à vous. Merci beaucoup à Daphné Veil, merci à Fifto Bossi, à Ekwe, à William Edor et merci donc à Bruno Laforesterie.